Est-ce que vous avez déjà été ciblé par des hackers nord-coréens et est-ce que vous les avez pris en flagrant délit pendant des entretiens ou pendant des enquêtes un petit peu plus poussées? Sur les 2 dernières semaines, on a repéré que 3 étaient infiltrés par les réseaux nord-coréens. Donc c'est extrêmement d'actualité. Beaucoup de agressions ont été causées par ce type d'infiltration. Possiblement Bybit et Potentiellement via aussi. Safe notamment. Exactement. Est-ce que tu peux nous préciser un peu c'est quoi l'objectif de ces hackers nord-coréens, surtout si vous êtes au cœur un petit peu de l'infrastructure d'IBM qui est elle-même au cœur de l'infrastructure financière? Aujourd'hui, tu as à peu près 70% des transactions financières qui vont à un moment donné passer par l'infrastructure IBM. Et ces dernières semaines, donc on a vu un acteur européen, un gros acteur européen et un gros acteur américain, mais je parle vraiment en top 10 des gros acteurs américains, me poser la question en me disant mais Clarisse, pourquoi l'industrie est en train d'opérer de façon centralisée sur un wallet pour des millions d'utilisateurs, alors qu'il me semblait qu'à la base, ce qu'on avait quand même décidé, ou ce que la blockchain propose, c'est aussi de redonner le contrôle à son utilisateur. Salut Clarisse. Salut, bienvenue sur le podcast de Cryptost, ça va très bien et toi? Très bien, merci. Je suis ravi de te recevoir parce que tu as un parcours un petit peu atypique dans l'écosystème crypto. Tu te présentes comme une ancienne banquière qui a monté donc Defense, la société dont tu vas nous présenter un petit peu les spécificités juste après. Et puis tu as conclu un partenariat, enfin Defense a conclu un partenariat avec IBM également il y a quelques semaines. Et donc je voulais revenir un petit peu sur comment une petite start-up, entre guillemets, arrive à conclure un partenariat avec un mastodonte comme IBM. Donc, tu vas nous raconter un petit peu tout ça dans le podcast et on va parler de plein d'autres sujets. Avec plaisir. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc Clarisse Agege, j'ai créé Defense il y a à peu près 5 ans. Je me présente comme une banquière parce que je suis une ancienne banquière. J'ai passé à peu près 10 ans en banque dans différents domaines, différents sujets, du wealth management, du corporate banking, enfin voilà, pas mal de sujets différents. Et j'ai découvert la blockchain à travers la banque au début. C'est-à-dire qu'en 2013, quand les banques commençaient à s'intéresser à l'efficience de process, on a commencé à regarder la blockchain. Puis moi, je m'y suis intéressée personnellement et c'est un peu comme ça que mon cheminement a fait que je suis arrivée à démissionner en 2019 de mon rôle de banquière et de monter Defense. Je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai que du coup, moi, je suis rentrée dans le secteur moins par l'angle pur crypto-trading, mais vraiment en disant, en fait, j'étais absolument convaincue que la blockchain était une technologie qui allait remplacer fondamentalement la façon dont on opérait chacun des services financiers que tu peux voir dans une banque. Pourquoi? Parce que fondamentalement, la blockchain, c'est une super power database et que tu peux avoir des efficacités de capital et opérationnelles telles que ça fait aucun sens de ne pas l'adopter une fois que la technologie est maîtrisée, une fois qu'on a l'infrastructure et qu'on peut la déployer. Donc, c'est vrai que je suis davantage arrivée sur ce sujet-là en pensant cas d'usage traditionnel et comment on crée une infrastructure qui permette à des sociétés de paiement, à des banques, à des fintechs, à des startups, à des scale-up de déployer un cas d'usage sans avoir à reconstruire toute l'infrastructure et à se focaliser sur l'application. Donc en fait, c'est vrai que quand on a commencé à construire en 2020, j'avais l'impression d'être hyper en retard. J'avais l'impression qu'on arrivait et qu'on avait loupé 3, 4, 5 ans du marché. Et il se trouve que sur les sujets des cas d'usage traditionnels, ça a été encore le désert pendant 2-3 ans et ça fait vraiment 2 ans qu'on voit des applications qui scalent avec des cas d'usage opérés davantage par des acteurs plus traditionnels et moins natifs de la crypto. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne touche pas à la crypto et qu'on n'a pas de cas d'usage qui sont crypto-natifs du tout. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on voit, c'est qu'in fine, c'est un écosystème. C'est-à-dire que tu commences par t'équiper par quelque chose que tu comprends et tu finis par déployer une infrastructure qui est beaucoup plus globale et qui va aller voir, qui va chercher différents cas d'usage. Mais effectivement, on a décidé assez tôt de s'intéresser à ce segment de marché. Et il me semble que tu as un peu découvert le côté sécurité, clé privée, etc. en conseillant une société qui voulait lancer une ICO, donc une levée de fonds en crypto, qui était très populaire en 2017-2018, puis après ça s'est un petit peu estompé parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques, etc. C'est vrai. Elle l'avait déjà lancé. Moi, je suis arrivée, ils avaient commencé déjà, ils avaient vendu d'ailleurs pas mal de tokens. Et c'était une société qui était accélérée par
Crédit Agricole CIB par CACIB, chez qui j'étais. Et j'ai passé 2 mois à bosser chez eux. C'était un programme qui échangeait les collaborateurs. Et il se trouve que voilà, c'était les aider et je me rendais utile en allant vendre leurs tokens. Et ce qui m'intéressait, c'est d'aller voir justement l'adoption institutionnelle. Qu'est-ce que les family office, les asset managers pensaient de la crypto? C'était un sujet qui était assez facile à comprendre, très infra, parce que c'était du blockchain name service. Et à ma grande surprise, c'est vrai que tout le monde trouvait le sujet très intéressant. Parler de la blockchain, ça faisait du sens. On n'était pas sur un jamais, parce qu'on est, comme tu dis, on était dans un monde post la bulle des ICO, donc où je m'attendais à ce que les acteurs soient quand même très réticents. Il y avait un engouement général pour la technologie, un engouement général pour le projet. Par contre, ce qui a été vraiment difficile, c'est de leur dire ton closing, il va falloir que tu achètes un ledger et puis voilà comment tu vas sécuriser ta clé. Donc, je vais donner ça à un de mes traders ou un de mes gérants de portefeuille. Et qu'est-ce qui se passe s'il part et comment j'ai le contrôle sur ce sujet-là. Donc, j'ai commencé à regarder. Évidemment, il y avait d'autres solutions, plus entreprises déjà en 2019. Fireblocks avait 1 an et demi. BitGo était vraiment le principal fournisseur pour la partie institutionnelle, Anchorage. Et il y avait à chaque fois des sujets qui... pour moi, il y avait c'était des solutions qui, en tout cas en 2019, ne répondaient pas aux besoins de ces acteurs qui, en fait, avaient un tout petit investissement, ne voulaient pas faire un investissement dans l'infrastructure qui soit important pour pouvoir acheter ces cryptos. Donc, c'est vraiment en étant sur le terrain que je me suis rendu compte. Comprendre, c'est un nouvel univers, il faut comprendre un peu les termes qui sont utilisés, etc. Ça doit être quand même assez complexe, surtout pour des grosses structures qui se lancent là-dedans. Puis à l'époque, on était encore dans une technologie qui était très idéologique. Donc il y avait beaucoup de clivage sur les termes. Qu'est-ce que c'était que la self-custody, que la custody, peu de différence ou une difficulté à comprendre la différence entre le conservateur qualifié et la solution technique, des acteurs qui priçaient, qui vendaient à peu près de la même façon en bénéficiant d'une zone grise parce que la réglementation était, quoi qu'il arrive, pas homogène à travers les différentes juridictions. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de... C'était, comme tu dis, c'était un écosystème, une technologie très, très technique et difficile à appréhender. Et du coup, vous avez lancé Defense il y a 5 ans, donc en plein Covid. Ouais. Comment est-ce qu'on lance une boîte en plein Covid? Comment ça se passe? On a plein de temps, du coup. Sur... Oui, c'est vrai. C'est l'avantage. Écoute, moi, j'ai démissionné avant que le Covid arrive et qu'on soit tous... enfermés chez nous. Par contre, ce que j'ai trouvé, en fait, ce qui était assez génial dans mon histoire personnelle, c'est que le monde a complètement décéléré, c'est quasiment arrêté. J'avais plus l'impression d'être en retard parce qu'en fait, plus personne n'avançait. Donc, j'ai eu beaucoup de temps pour approfondir mon sujet. Donc, pour moi, ça a été en tout cas les premiers 6 mois où j'avais pas de FOMO à ne pas avoir recruté mes cofondateurs immédiatement, pas avoir levé. Et c'était un temps où vraiment j'ai pu faire beaucoup de user research parce que les gens avaient beaucoup de temps. Donc, je me souviens d'avoir fait plein de calls avec des gens qui sont rendus disponibles, qui ne se seraient pas rendus disponibles sinon, donc assez haut placés dans des scale-up crypto. Donc voilà, donc il y a eu toute cette phase, je veux dire, d'incubation où mine de rien, finalement, le timing n'était pas si mauvais que ça. Et puis après, le challenge, c'est comment tu vas lever des fonds quand tu rencontres pas les gens, dans un monde qui commence à devenir complètement virtuel sur la vidéoconférence, mais qui, encore une fois, c'était pas forcément le cas avant ça. Les investisseurs se déplaçaient avant pour aller rencontrer les fondateurs avant de faire un investissement, avant le Covid. Donc, sur la partie investissement, c'était un challenge. Sur la partie comment tu fais confiance à des gens, à des cofondateurs que tu n'as jamais rencontrés, comment tu crées un lien, comment tu peux créer une collaboration sur laquelle tu as l'impression d'avoir une équipe et créer une équipe et un esprit d'équipe très tôt. Alors, mon petit avantage, je dirais, c'est que rapidement, je me suis associée avec mon partenaire. Donc, mine de rien, on était quand même dans la même structure. Ça aide pour communiquer. Ça aide pour communiquer. Donc ça nous a permis, nous, en tout cas, de pouvoir avancer plus rapidement et effectivement d'avoir ce lien qui était forcément présent. Et après, ça a été beaucoup d'adaptation, en tout cas sur la partie recrutement.
euh, on a fait des process de recrutement du coup qui étaient euh, similaires à ce que tu peux lancer dans un process de vente où tu vas aller chercher sur un sample de 2000 personnes qui sont tes personas, tu vas faire du mass emailing, tu vas faire tes process de filtrage parce que du coup, en fait, tu as peu de chances de les rencontrer. Donc du coup, c'est une approche qui était beaucoup dans le volume et finalement moins dans aller chercher la qualité directement, enfin targeter quelqu'un dans ton entourage, aller prendre un café, créer un lien. Et ça a pas mal marché parce que aussi de l'autre côté, les gens étaient dispo, donc étaient attentifs aux messages LinkedIn qu'ils recevaient. Et donc voilà, donc ça a été une approche un peu différente effectivement que ce qu'on aurait pu faire si on ne l'avait pas monté pendant le Covid. Et puis après, nous, la clé de créer la cohésion d'équipe tout en, parce que ça a quand même duré un an et demi cette histoire, tout en continuant à recruter virtuellement, ça a été en créant une vraie culture Slack. Donc on est hyper présent sur Slack, on parle, on a une culture de la transparence, tu fais rien sur un DM, tu fais tout sur des channels sur lesquels tout le monde communique. Et en fait, ça crée de l'adhésion, ça crée de la curiosité, ça évite les silos. Et là-dessus, on a été plutôt bon à créer cette Pour culture-là. savoir qui travaille sur quoi, qui fait quoi, etc. Oui, Un peu... exactement, mais surtout pour éviter que les gens se sentent isolés. C'est-à-dire que tu es toujours exposé à des conversations, tu peux décider de les voir ou pas si elles sont dans ton domaine, mais comme tout se passe dans la place publique, bah, tu as un sentiment d'appartenance comme tu l'aurais si tu vas prendre ton café et que tu croises un collègue qui est dans une autre business line et qui te raconte quand même le sujet sur lequel il travaille. Donc ouais, chez nous, c'est un énorme principe. Transparence, limiter les DM au maximum et parler. Encore une fois, on a des channels qui sont très spécialisés, mais essayer d'informer le plus possible de son activité et d'être très vocal. Ok. On a parlé de defense, mais est-ce que tu peux peut-être nous expliquer en quelques mots, quelques phrases ce que c'est Oui, bien sûr. exactement voilà, pour des gens qui sont peut-être pas forcément non plus très techniques, essayer de simplifier au maximum. Ouais. Alors, Defense, c'est une infrastructure de portefeuille numérique qui permet à des banques, à des sociétés de paiement de sécuriser et de transacter sur n'importe quelle blockchain, tout en retirant la complexité de connaître la technologie sous-jacente. Donc, on va créer des portefeuilles, des comptes virtuels qui vont permettre à nos clients de créer des cas d'usage en utilisant différentes blockchains et en leur permettant de bénéficier de features qui vont leur permettre de scaler plus rapidement leur application. Donc, ils n'ont pas besoin de reconstruire toute la partie infrastructurelle. Celle-ci, on la livre. Et par-dessus, nos clients vont créer une société de paiement transfrontalière, une boîte qui va faire du payroll de façon mondiale. Et à chaque fois, cette infrastructure de portefeuille est en fait complètement intégrée. Et la sécurisation de la transaction est opérée par Defense. D'accord, ok. C'est un peu, on peut choisir soit d'utiliser tout ce que vous proposez, soit de piocher certaines parties de ce que vous proposez, j'imagine, puis de les remodeler, etc. un peu à... Oui, alors ça, effectivement, on peut rentrer dans le détail. C'est-à-dire qu'on a une infrastructure qui est assez modulaire où justement, nous, ce qu'on a voulu, c'est être très tôt un outil pour les développeurs, plus qu'une plateforme qui te permette d'acheter et de vendre de la crypto. Parce que nous, ce qu'on s'est dit, c'est que pour finalement permettre plus d'adoption, il fallait qu'on améliore grandement l'utilisateur, enfin, l'expérience utilisateur. Et qui mieux que les développeurs et que les fondateurs de leur société pour définir l'expérience utilisateur qu'il faut pour un cas d'usage donné. Donc nous, ce qu'on fournit, c'est des outils. Et comme tu dis, tu vas piocher, tu vas décider de créer quelque chose sur Solana, tu vas décider de gérer ou pas les fees sur Solana, tu vas décider de déléguer ton portefeuille à ton utilisateur ou en fait d'être conservateur de ses fonds. Tu peux, de façon très modulaire et granulaire, construire l'expérience qui va te permettre d'être le meilleur sur ton marché. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises, vous proposez aussi des solutions qui permettent à des entreprises qui veulent proposer des portefeuilles à leurs clients d'en créer des dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers assez facilement. Oui. Donc, c'est vrai que très tôt, nous, ce
comme je te l'ai dit, on a pensé, on a développé Defense pour des cas d'usage assez traditionnels. Et la scalabilité, effectivement, de l'infrastructure était hyper importante. Donc, ce que tu peux faire chez Defense, c'est-à-dire qu'on a une technologie sur la conservation des clés qui va te permettre de faire beaucoup de signatures en très peu de temps, en quelques secondes. Tu peux faire des milliers de transactions par seconde sur Defense. Tu peux scaler et générer des centaines de milliers de wallets aussi dans des temps records. Donc tout ça pour effectivement aller chercher de la scalabilité et des cas d'usage qui sont des cas d'usage parfois retail, mais B2B2C. C'est-à-dire que nous, on ne vend pas directement au retail, on est vraiment B2B. Vous vendez à des entreprises qui ensuite vendent à des particuliers. Exactement. Donc oui, complètement. Ok. Et ça boucle un peu avec ce que tu disais, ce qu'on disait tout à l'heure, qui est le fait que le pain point, enfin le point problématique que tu avais identifié, c'était vraiment la gestion des clés privées. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que vous proposez, justement de simplifier cette utilisation-là pour éviter, si on perd la clé privée et on perd tous nos fonds, là, il y a des systèmes qui permettent de fractionner un petit peu les clés privées pour justement éviter de la perdre d'un seul coup. Alors nous, on est vraiment parti comme tu dis, de la sécurisation de la clé. C'est comme ça qu'on a créé l'entreprise. La façon dont nous, on considère... notre définition du wallet, c'est pas seulement une clé ou un couple de clés privées publiques, c'est une clé plus un nœud, parce que sinon tu vas pas pouvoir faire de transactions. Tu as effectivement une capacité de conservation, mais tu vas jamais pouvoir transacter sur la blockchain. Donc on est parti de la sécurisation, on a utilisé et on a développé une expertise sur tous les sujets de multi-party computation, donc c'est ce dont tu parles, cette capacité à générer une clé en plusieurs morceaux. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que la clé est jamais présente dans son entièreté pendant tout le cycle de vie de la transaction. Même au moment de la signature, les différents signataires vont montrer qu'ils ont la preuve de ce morceau de clé, mais vont jamais dévoiler le morceau de clé. Donc d'un point de vue sécuritaire, ça nous semblait être une technologie qui pouvait allier et la scalabilité et la sécurité de la clé privée. Donc on est parti comme tu dis, de la sécurisation de la clé. On a développé une expertise sur ces sujets-là. On a fait beaucoup d'open source sur cette technologie. Et à mesure qu'on a commencé à s'intéresser à des acteurs plus gros et à vendre à des entreprises qui avaient déjà de l'expérience en fait sur le sujet de la conservation de la clé, parce qu'une banque, ça sécurise des clés d'encryption depuis les années 70. Donc c'est quand même très au fait du sujet de la sécurisation des clés privées. On est devenu plus agnostique sur la façon dont on pouvait sécuriser cette clé-là. Donc, sur toute notre offre SaaS, on utilise cette technologie de multi-party computation, mais sur nos offres entreprises, on est capable de s'adapter à la solution qu'une banque, une société de paiement va déjà avoir en place pour intégrer directement toute notre software à la sécurisation de la clé. Pourquoi je dis ça ? Parce que tu as raison, on est parti du clé, mais très rapidement, du coup, on s'est intéressé au nœud, parce que sinon, tu ne peux pas transacter sur la blockchain. On a commencé à supporter 50 blockchains, donc c'est aussi ça, Defense, c'est la possibilité de créer une transaction sur Solana, sur Bitcoin, sur IOTA. Donc, on sert aussi des blockchains qui sont très long tail, sans avoir à être spécialiste d'aucune de ces technologies. Et puis, une fois que tu as fait ça, une fois que tu sécurises la clé, une fois que tu as la capacité de faire une transaction et de les mettre sur la blockchain, au milieu, il y a toute une technologie qui va te permettre de mettre en place des contrôles pour pouvoir opérer dans une organisation qui va pouvoir définir des process en disant telle personne, mon CFO, a le droit de faire des transactions jusqu'à un certain volume. Donc, tu as toute une logique de policies que tu vas rajouter sur ces wallets. Avec des droits d'accès, etc. Avec des droits d'accès, des permissions, qui va te permettre effectivement d'être conforme à tes process internes. Donc ça, c'est, on va dire, les grands blocs de notre produit. Et à cela, tu rajoutes effectivement tous les features qui vont te permettre d'être plus efficace sur la blockchain. La gas abstraction, du sweeping, et qui va te permettre d'être effectivement sur ton cas d'usage, d'être plus autonome. Ok. Et vous avez combien de clients là actuellement ? On a bientôt 300 clients, on n'est pas loin des 300 clients. Et j'imagine que vous couvrez un spectre assez large en fait. Ça va peut-être de la petite start-up à le plus gros groupe. On en parlait au tout début, IBM notamment. Alors oui, pour plein de raisons.
on pense que le point commun entre la start-up et, comme tu dis, le plus gros groupe, IBM, surtout IBM en fait est un bon exemple pour ça, ou même une banque, c'est que, in fine, notre produit va être dans les mains de développeurs qui vont vouloir être près du produit, le tester avant de pouvoir l'adopter. Et donc, en fait, on a voulu que notre produit soit en libre service assez tôt pour pouvoir permettre au fondateur qui va commencer et développer sa start-up de pouvoir tester le produit à moindre coût, créer son MVP, décider de construire ou pas, ou de grandir avec nous, mais aussi à finalement un développeur qui travaille chez IBM ou chez JP Morgan, avec son email, de créer un compte et de pouvoir aussi se rendre rapidement compte du produit. Donc, on trouvait qu'il y avait quand même un lien assez fort finalement entre ces univers très opposés. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on est dans une industrie hyper émergente. Donc, on sait très bien que les champions de demain sont des gens qui sont en train de se créer aujourd'hui, qui sont créés hier. Et on a une offre qui est très clé dans l'infrastructure de nos clients. C'est-à-dire que une fois que tu as choisi d'utiliser un fournisseur pour ton infrastructure de wallet, une fois que tu as construit autour de cette infrastructure de wallet, en changer, c'est compliqué. C'est difficile. C'est un peu comme ce qu'on se disait il y a encore 5-10 ans avec sa banque. Compliqué de changer de banque, il y a tous mes comptes, il y a tous mes investissements, etc. Donc, du coup, c'est vrai que pour nous, être déjà présent très tôt avec des entrepreneurs qui commencent, c'était hyper important. Donc, comme tu dis, on va couvrir des startups. Par exemple, notre plus vieux client encore vivant, parce qu'évidemment, on bouge vite en crypto. On en a vu mourir quelques-uns. C'est Nylos. Et donc, Nylos a commencé très tôt avec nous, aujourd'hui grossit. Et il y en a plein d'autres. Donc, voilà. Donc, on a décidé et on s'est posé la question à un moment donné, est-ce que ça fait encore du sens maintenant qu'on sert aussi beaucoup de très gros clients? Pour nous, ça fait beaucoup de sens. C'est aussi parce qu'on a un retour et un feedback produit qui est très court avec des entrepreneurs et des fondateurs qui développent leur boîte. Ils ont besoin de quelque chose tout de suite. Tu vois en fait beaucoup plus... tu vois les besoins remonter, les enjeux de production scaler beaucoup plus rapidement. Donc, en fait, je trouve que ça a beaucoup alimenté notre produit positivement d'avoir cette exposition. Ouais, bien sûr, parce qu'on dit toujours que les petits clients, entre guillemets, sont toujours les plus chiants, parce qu'effectivement, les gros clients, ça représente peut-être une toute petite partie de ce sur quoi ils travaillent. Donc, on va dire c'est pas très important pour eux, alors que les petits clients, eux, c'est tout leur business. Exactement. Donc, on a toute cette partie-là de notre business. Et puis, effectivement, des plus gros comptes, où en fait, nous, ça fait à peu près maintenant 2 ans et demi qu'on a décidé, d'un point de vue produit, de se concentrer que sur des cas d'usage financiers. On a lancé notre produit en 2021 au milieu du boom des NFT. Donc, on avait beaucoup d'autres cas d'usage, des usages corporate, des usages sur des marketplaces de NFT, etc. Et en gros, il y a 2 ans et demi, en fait, on s'est dit, on revient à ce qui était notre objectif initial, qui était de servir l'industrie financière et de s'occuper davantage d'ailleurs de cas d'usage traditionnels. Et donc, on a commencé à servir des plus gros clients, des Zodiac Custody, des acteurs comme Broadridge, enfin voilà, des plus gros clients. Et puis, sur notre route, on a rencontré IBM à travers d'ailleurs tout notre travail open source. C'est-à-dire qu'on a open sourcé notre algorithme cryptographique via la Linux Foundation. IBM est très proche de la Linux Foundation, donc on s'est rencontrés d'ailleurs sur ces travaux-là. Et en fait, rapidement, ils ont eu envie de travailler avec nous parce que IBM a, il y a quelques années, eu des initiatives dans la blockchain. Ils étaient aussi beaucoup trop tôt d'un point de vue time to market. Et aujourd'hui, ils voient tous leurs clients et leurs clients stratégiques, qui sont des banques, vouloir s'équiper, et ils n'avaient pas encore de solution à offrir. Et donc, ça a été une façon pour eux d'avoir un go-to-market beaucoup plus rapide en utilisant notre infrastructure et en la déployant sur leur infrastructure, l'infrastructure IBM, qui est une infrastructure que tous ces acteurs-là connaissent. Ils sont clients d'IBM depuis des décennies. IBM, qui est un acteur qui est déjà onboardé chez ses clients, un acteur de confiance. Donc, pour nous, ça faisait beaucoup de sens parce que finalement, on a commencé Defense avec cette volonté d'accélérer l'adoption. Et en fait, sur ce marché-là,
il n'y a pas beaucoup d'autres acteurs comme IBM qui peuvent permettre justement d'accélérer l'adoption par la banque d'une technologie qui est vue comme hyper jeune, sur lequel il y a eu beaucoup beaucoup de Polémique, on peut dire. polémiques, exactement. Donc de voir un acteur rassurant comme un IBM, ça leur permet de passer à l'achat beaucoup plus rapidement. Et puis tu sais, il y a on dit dans ce monde-là que personne ne s'est jamais fait virer pour avoir choisi IBM. C'est-à-dire que quand tu es un Head of Digital ou un Head of Innovation, choisir entre une startup ou l'autre, même s'il y en a une qui a plus d'avancées, plus de clients, lever plus d'argent, c'est quand même faire le choix pour une banque qui a des décennies, qui est là depuis des décennies et qui sert des millions de clients. C'est faire un choix critique sur une infrastructure qui est hyper importante pour eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la sécurisation des comptes, c'est l'infrastructure la plus importante d'une banque. Ouais. Oui. Donc en fait, vous intégrez des banques par l'intermédiaire en fait d'IBM. Les produits Defense intègrent des banques via l'intermédiaire d'IBM qui ensuite les réutilisent dans ce qu'ils proposent aux banques ou à d'autres institutions ou d'autres entreprises, quoi. En fait, Defense est devenu un produit IBM. Donc on est toujours Defense. Donc on peut toujours, on a des clients qui décident de devenir clients chez nous directement. Mais s'ils veulent prendre notre offre via IBM, c'est un produit IBM aussi. C'est-à-dire qu'on n'est même plus en intermédiaire. Ils ont un contrat IBM. Notre offre est complètement mise en marque blanche chez IBM. Ah oui, d'accord, c'est marque blanche. Complètement. Okay. Ouais. Et donc, c'est plusieurs années, j'imagine, d'échanges réguliers pour qu'ils vous adoptent, entre guillemets, qu'ils vous fassent confiance, qu'ils testent la robustesse des solutions, etc. Oui, et je te dis, en fait, cette rencontrée autour de cette initiative open source sur ces sujets cryptographiques, en fait, ça a fait que les équipes se sont fait confiance d'un point de vue scientifique et technologique rapidement, avant même que d'un point de vue commercial, on avance sur quoi que ce soit. Et puis après, je pense que chez eux, il y a une vraie initiative stratégique. C'est-à-dire qu'une autre statistique, j'espère que je vais donner les bons chiffres, mais en tout cas, sinon, ce sera à quelques pourcentages près si je me trompe, que les gens ignorent, c'est qu'aujourd'hui, tu as à peu près 70% des transactions financières qui vont à un moment donné dans la vie de la transaction financière passer par un mainframe, donc par l'infrastructure IBM la plus déployée dans ces banques-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'IBM est hyper central dans le monde traditionnel financier aujourd'hui. S'il y a une défaillance d'IBM, ça peut impacter... S'il y a une défaillance d'IBM, ça peut impacter l'industrie financière, mais surtout, ça veut dire qu'il y a eu une transition sur ces 10-20 dernières années de technologie des mainframes vers du cloud. Donc, les banques se sont aussi beaucoup équipées en cloud. Donc, pour IBM, c'est un enjeu très fort de rester une pierre triangulaire de cette industrie financière. Et donc, comme ils sont assez convaincus que la blockchain va devenir un élément des back-ends de toutes les banques pour les décennies à venir, si ces solutions-là ne tournent pas sur l'infrastructure IBM, ils risquent de perdre encore des parts de marché. Donc, il y a vraiment une solution très... Pourquoi je raconte ça? Parce que ça a été en fait un peu plus... Moi, j'ai été assez étonnée de la rapidité avec laquelle tout ça s'est fait. Donc, ça fait en gros 1 an du début jusqu'à la fin. Parce qu'il y a une vraie prise de conscience stratégique chez IBM que c'est un sujet sur lesquels ils veulent devenir pionniers et sur lesquels ils veulent avoir une part de marché significative. Ils doivent voir l'évolution des volumes de stablecoin aussi. Bien sûr. Et ils doivent se dire qu'ils ne veulent pas que ça se développe sans eux, entre guillemets. Ils veulent aussi garder leur part de marché, comme tu dis. Exactement. Une autre statistique, tu parles de stablecoin. Si les stablecoins remplacent les cartes de crédit, les deux sont compatibles, mais dans un monde où on se dit que le paiement se fait via stablecoin et que du coup la carte perd un peu de valeur, aujourd'hui, plus de 90% des transactions par carte se passent par un mainframe d'IBM. Donc ça veut dire qu'ils perdent, tu vois, c'est-à-dire qu'ils perdent Visa, Mastercard utilisent IBM. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire même chose. Potentiellement, c'est une grosse perte d'activité. Ouais. Et on disait que potentiellement les stablecoins allaient disrupter les Visa, Mastercard, mais en fait, on se rend compte que pas du tout. C'est juste que Visa et Mastercard adoptent les stablecoins dans leurs infrastructures. Exactement, bien sûr. Et donc voilà, et pourquoi nous? Je pense que ce qui était intéressant pour IBM avec l'infrastructure de Defense, c'est que très tôt, on a construit notre produit
Encore une fois, pour l'industrie financière traditionnelle, j'ai répété ça plusieurs fois déjà, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur tous les principes sécuritaires, à chaque niveau de notre produit, on pense à comment ça va être implémenté dans une banque, quelle partie devra être adaptée, quelle partie devra s'intégrer avec des systèmes d'authentification locaux. Enfin voilà, comment on fait pour que notre produit soit non seulement sécurisé, mais modulaire, pour pouvoir s'adapter aux contraintes de ces acteurs-là. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, d'un point de vue, tu parlais de la sécurisation des clés. Un acteur global, il va devoir répondre à des problématiques, par exemple auprès de régulateurs locaux comme à Hong Kong, où il faut 95% de cold storage, donc de conservation à froid, 5% en hot storage. Au Japon, tu ne peux pas faire de multi-party computation, donc le régulateur donne des indications sur la façon de conserver. Il faut que ça se fasse par du HSM. Donc, la HSM, finalement, c'est un plus gros ledger. Hein. Donc, c'est des machines qui te permettent de sécuriser physiquement la clé privée, qui sont des machines qui ont été développées surtout par de l'industrie militaire à la base. Donc, Thales est un très gros vendeur de HSM. Et au Japon, il faut que ce soit du HSM. Okay. Et donc, nous, on sait, à partir de notre plateforme, tu peux décider que tu vas générer des clés en utilisant du multi-party computation, en utilisant des HSM. On a intégré évidemment avec IBM, mais aussi avec Thales et avec d'autres acteurs, et intégrer d'autres solutions. Si tu veux faire du HSM Cloud chez AWS, tu peux le faire. Et ça, c'est des règles, par exemple, tu parlais de Japon, Hong Kong, qui s'adressent au milieu bancaire, même avant la crypto, du coup. Alors là, c'est des règles qui vont être spécifiques au sujet des VASP et des CASP. Donc, c'est vraiment pour les virtual asset providers. Parce qu'en France, on en a aussi avec Mika ? Non, il n'y a pas ça, parce que je n'avais pas entendu parler avant. Ouais, pour l'instant, les États-Unis, en gros l'Amérique du Nord, a priori l'Amérique latine aussi, et l'Europe restent très généraux sur le fait qu'il faut que tu sécurises tes clés et que tu aies accès à tes clés si tu veux être un conservateur qualifié, mais ne te demande pas d'employer une technologie spécifique. Il y a beaucoup d'autres juridictions, comme par exemple le Moyen-Orient, où là, il va falloir que les clés soient si tu veux qu'ils soient sur un cloud, soit sur un cloud local. En Turquie, il faut que toute l'infrastructure, du nœud jusqu'à la clé, soit aussi déployée localement. Donc, Hong Kong, il va falloir que tu aies une solution qui soit une solution de cold storage air-gapped. Et pas Hong Kong, pardon, Singapour. Et c'est même assez précis la façon dont les autorités de marché local décrivent à quoi ressemble la solution. Donc oui, c'est très fragmenté. C'est vraiment très fragmenté. Et du coup, quand tu es un acteur global, tu as besoin d'une solution qui te permette de répondre à toutes ces contraintes. Ok. On parlait de sécurité juste avant. Tu nous disais que vous étiez lancé en plein Covid, que tu avais fait plein de rendez-vous virtuels, notamment pour embaucher vos premiers salariés. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on en entend parler, mais c'est revenu sur le devant de la scène cette semaine. On estime qu'il y a énormément de hackers nord-coréens qui sont infiltrés dans des entreprises, dans des projets crypto. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi ? Est-ce que vous avez déjà été, entre guillemets, ciblé par des hackers nord-coréens, et est-ce que vous les avez pris en flagrant délit, entre guillemets, pendant des entretiens ou pendant des enquêtes un petit peu plus poussées ? Si vous appréciez l'interview, pensez à mettre un j'aime, à partager, à commenter et à vous abonner. Ça nous aide beaucoup à faire grossir le podcast et à continuer de démocratiser la crypto-monnaie comme on peut le faire avec Cryptost depuis 2017. Et n'oubliez pas, vous pourrez retrouver les interviews sur toutes vos plateformes de podcast comme Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Ça vous permet d'écouter les interviews en faisant votre sport ou la vaisselle. On vous met tous les liens dans la description. Écoute, c'est un sujet qui est d'actualité chez nous. On est en train de recruter, on a lancé pas mal d'offres de job offers. D'offres d'emploi. Voilà, d'offres d'emploi. Et écoute, sur le pipe qu'on a là, sur certains rôles d'ingénieurs, sur les 2 dernières semaines, on a repéré que 3 étaient infiltrés par des réseaux nord-coréens. Donc, c'est extrêmement d'actualité. Nous, de toute façon, c'est le sujet qui nous... un des sujets, mais c'est quand même un sujet très, très prioritaire pour nous sur la partie sécuritaire. Surtout si vous êtes au cœur un petit peu de l'infrastructure d'IBM, qui est elle-même au cœur de l'infrastructure financière. Si,
Parce que c'est quoi l'objectif en fait est-ce que tu peux nous préciser un peu, c'est quoi l'objectif de ces hackers nord-coréens? Comment est-ce qu'ils font pour postuler? Ouais. Ils se présentent comment? En étant américains, en étant Souvent anglais, en américains. étant... Ouais. Souvent américain. Alors l'objectif, il est très simple, c'est qu'aujourd'hui, la façon la plus directe d'attaquer une infrastructure qui va te permettre d'accéder à des fonds et de hacker des fonds, c'est en rentrant dans l'entreprise et en ayant des accès qui vont te permettre d'opérer des transactions, de modifier une partie, soit du front-end, donc de l'interface, soit du back-end du système que tu vas... Intégrer du code un peu malicieux qui est peut-être pas détecté directement par les... Exactement, d'injecter du code malicieux. Et donc, c'est le moyen le plus direct de pouvoir faire un hack. Donc, concrètement, nous, et c'est le sujet sur lequel on a toujours essayé d'être inventif et d'être extrêmement rigide, justement, sur nos process et sur tout ce qui est offre d'emploi, parce que finalement, l'erreur humaine est celle qui peut nous coûter le plus cher, et l'erreur humaine, elle arrive par un mauvais recrutement, par un hack social, par toutes ces interventions qui vont mettre en péril notre infrastructure. Donc, typiquement, pour revenir sur le sujet des hackers nord-coréens et de leur infiltration dans les process, dans les offres d'emploi, finalement leur infiltration dans l'entreprise, nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est mettre en place, et ça on l'a fait depuis 3-4 ans, des process de recrutement qui sont longs, qui sont difficiles. C'est-à-dire que si tu n'es pas motivé, tu vas t'arrêter à la première étape, qui implique qu'il y ait plusieurs personnes qui rentrent en contact avec l'ingénieur qu'on va recruter. Donc, ça commence par un intro call sur lequel on arrive à déceler un petit peu la personnalité. Derrière, on va faire des tests de personnalité sur lesquels on arrive à voir aussi rapidement si on a des profils qui sont un peu atypiques. On va faire des tests cognitifs. Il va y avoir tout un panel d'entretien avec plusieurs ingénieurs de notre côté pour pouvoir aussi non seulement analyser le code, la personnalité et pouvoir se faire un avis. Et enfin, on fait toujours un background check. C'est-à-dire il y a aussi des références. Donc, il faut que tu nous donnes au moins 3 références sur tes emplois passés. Donc, si tu te les as inventés, là, on le voit à ce moment-là. Donc, les références, ça fonctionne très bien. Les gens oublient de les faire, mais ça fonctionne vraiment très bien. Et enfin, le background check. Donc, tu as quand même beaucoup d'étapes avant d'arriver au moment où on peut te faire une offre. Et c'est vrai que, tu vois, en ce moment, on a envie d'accélérer plus vite et d'embaucher plus vite. Et parfois, ça nous ralentit et ça nous frustre un petit peu. Mais c'est le moyen d'être sûr que tu sais qui rentre dans ton entreprise, d'éviter effectivement que ce soit un peu trop facile et que du coup, tu puisses avoir des gens mal intentionnés qui te rejoignent. Non, mais c'est un vrai sujet. Et ce qui est assez génial dans notre industrie, c'est qu'il y a une vraie confrérie au niveau des sujets sécuritaires, et typiquement sur le pipeline qu'on a eu et sur les derniers candidats nord-coréens qu'on a rejetés de notre pipeline, on a été averti par un confrère. Qui lui-même avait déployé un système très sophistiqué pour pouvoir scanner les profils des candidats, les traquer, voir quelle était leur activité et finalement pouvoir déceler rapidement si c'était des agents malicieux ou des personnes qui voulaient vraiment l'offre d'emploi. C'est fou, ça. 3 sur combien à peu près, tu dirais? Non, beaucoup quand même. On a un gros pipe. Mais je dirais, tu vois, c'est pas 1%. Ouais, ça doit être pas loin d'1% quand même, du coup. Ça doit être pas loin d'1%. De mémoire, pareil, je donne une statistique, mais je n'ai plus exactement le chiffre en tête, mais je crois que c'était Paul Frambeau, CEO de Morpho, qui disait qu'il y avait peut-être 30%, lui, des offres qu'il recevait, qui considérait comme étant... peut-être pas que des Nord-Coréens, mais en tout cas mal intentionnés, quoi. Ça m'étonne pas en plus sur ces sujets, oui, ils sont peut-être encore plus ciblés. Oui, ils sont encore plus ciblés parce qu'en plus, l'a priori, j'imagine que de ces candidats-là, c'est que c'est des structures plus décentralisées, donc avec moins de contrôle sur les process d'emploi.
sur les process de recrutement, pardon. Donc, ça ne m'étonne pas que potentiellement le ratio soit plus élevé. Mais non, c'est un vrai sujet. Et des hacks récents ont été causés, enfin, beaucoup de hacks récents ont été causés par ce type d'infiltration. Possiblement Bybit et via Safe notamment. Exactement. Ouais. Donc ouais, non, c'est particulièrement important. Et du coup, quand ils font l'entretien en visio, tu penses que c'est vraiment leur visage ou tu penses que c'est des visages maintenant modifiés par IA? Parce que maintenant, on peut faire des choses qui sont totalement réalistes. Écoute, sur les 3 années, parce que du coup, on a revu, on a réanalysé un peu le process, c'est leur visage, c'est quasiment certain. Les backgrounds sont les backgrounds de chez eux. Enfin, voilà. Alors, peut-être qu'il y a un peu de sophistication. Mais non, en fait, tu as des profils qui sont des profils américains, d'ingénieurs qui... Là, ce qu'on a pu remarquer, c'est que c'est vrai que le leitmotiv quand même sur ces candidats-là, c'est qu'ils n'ont pas posé trop de questions. Normalement, l'intro call, c'est un moment où l'ingénieur pose une question sur l'entreprise, le rôle, etc. Et c'est des acteurs qui étaient... C'est des candidats qui étaient davantage en train d'attendre la phase suivante plutôt que de s'intéresser à l'entreprise. Donc, il y avait quand même quelques flags, quelques éléments qu'on aurait pu repérer aussi à ce niveau-là. Mais non, on les voit. Ouais. On les voit. Mais ils n'ont pas d'accent en particulier, c'est-à-dire qu'ils ont un anglais parfait, quoi. Alors, ils peuvent avoir un accent, mais c'est des Américains comme un autre immigré américain. Donc, rien qui te permette vraiment de dire ah ben non, là c'est sûr que c'est pas c'est un terroriste ou c'en est pas un. Ok, intéressant. Et je voulais embrayer sur un sujet totalement différent, qui est toi, comment est-ce que tu vois évoluer le positionnement des banques, des institutions financières, parce que tu disais que vous travaillez de plus en plus maintenant quand même avec des grosses structures, des grosses institutions qui sont financières ou pas, et quel regard ils ont un petit peu sur l'évolution de la crypto, l'évolution des stablecoins, etc. Écoute, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de particularités régionales. Donc, jusqu'à il y a 2 ans, l'Europe était très en avance avec pas mal on voyait de l'intérêt sur pas mal de cas d'usage. Aujourd'hui, clairement, les États-Unis partent vraiment très très vite. On voit un intérêt des plus grosses banques, donc des banques tier 1 jusqu'aux banques régionales sur ces sujets-là, et des gens qui sont en train vraiment d'évaluer des fournisseurs pour pouvoir s'équiper et lancer leurs cas d'usage. Et les cas d'usage, typiquement, si je regarde la partie Amérique du Nord, on voit beaucoup de sujets sur le paiement, les stablecoins. Paiement plutôt entre les entreprises ou à l'international, ou plutôt du paiement même domestique entre particuliers ou autres? Donc on va voir du cross-border et du treasury management, beaucoup. Donc il y a des initiatives sur des acteurs qui vont lancer une stablecoin. Voilà, donc ça va être beaucoup de paiement international. Il se trouve que évidemment que les États-Unis sont en pole position pour être les premiers sur ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui le marché du stablecoin est en dollars. Ouais, et puis il y a Stripe aussi qui commence à accepter les stablecoins, enfin qui lance même son propre stablecoin, sa propre blockchain, qui lance une plateforme avec laquelle en un clic tu peux créer ton stablecoin, qui est parti à 200 à l'heure. Shopify aussi maintenant qui accepte les paiements en stablecoin, donc il y a quand même pas mal de gros acteurs qui s'y mettent, quoi. Ouais, donc on voit une normalisation autour de ce sujet-là. On a été à plusieurs conférences cette année qui sont des conférences très fintech, pas purement blockchain, comme des Money 2020, des FinTech NerdCon, sur lesquels normalement en fait on est vraiment avec des startups du monde du paiement. 50% des conversations sont sur le stablecoin, sont sur le stablecoin depuis, je dirais, l'automne dernier. Et ça fait qu'augmenter. Donc voilà, donc un vrai intérêt, que ce soit sur la partie paiement et la partie bancaire, sur le sujet du cash tokenisé. En gros, on va le simplifier. Cash tokenisé, qui soit stablecoin, qui soit tokenized deposit, ou qui soit, on met en place une solution pour les solutions de management des trésoreries pour pouvoir swapper son cash sur des fonds tokenisés de money market. L'objectif, c'est de générer du rendement, j'imagine, sur son cash, et puis de diminuer les frais aussi de transaction quand on fait des paiements à l'international pour le cas d'usage des paiements. Générer du rendement plus rapidement.
ne pas avoir son cash qui est bloqué dans une filiale parce qu'on n'a pas fait le virement avant 5 heures le vendredi soir, remonter du cash qui est bloqué dans une filiale, n'importe quoi, au Nigeria, et le faire remonter plus vite vers un compte centralisé sur lequel on a accès à du rendement en dollars qui va être plus favorable. En fait, ça, quand on l'additionne, c'est des coûts qui sont économisés et c'est même de l'argent qui est gagné qui est impressionnant. Quand tu es un Amazon et que tu peux rapatrier tout ton cash 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et du coup, tu as des moyens de pression, mais tu as des relations avec, que ce soit des asset managers ou des banques qui vont te permettre d'obtenir les meilleurs rendements dans certaines devises, ça te permet d'être beaucoup plus efficace. Typiquement, je parlais avec Kiriba, qui est une plateforme de treasury management pour les entreprises, qui voit déjà les grands acteurs tech, donc les Amazon, les Microsoft, beaucoup de gros acteurs tech, utiliser le stablecoin le week-end pour pouvoir activement manager leur trésorerie. On parle de ça aujourd'hui, c'est-à-dire que les solutions ne sont pourtant pas... c'est pas comme si on avait des tonnes de solutions sur le marché, mais en tout cas, ces acteurs-là ont déjà commencé à Et qu'est-ce qu'on fait avec sa trésorerie le week-end ? La faire Alors, travailler en DeFi ou générer des rendements ? Effectivement, après, tu peux avoir accès à plusieurs profils de risque. Je ne connais pas, je n'ai pas les profils de risque de ces acteurs-là. Mais encore une fois, même si ça te rapporte 3,5% sur du court titre, du court terme aux US, donc sur du money market, c'est mieux que rien même sur dans un pays où tu peux perdre la devise. Sur 1 milliard, j'ai n'importe quoi, ça représente énorme. peut-être, alors que c'est on peut considérer ça un peu comme sans risque, ça rapporte quand même des dizaines ou des centaines de milliers de dollars, quoi. Bien sûr. Donc voilà, donc ça c'est, tu vois, donc États-Unis, on voit beaucoup d'intérêt sur États-Unis, Amérique du Nord, sur ces sujets-là. Amérique latine, ça va être aussi beaucoup de transfrontaliers. On voit aussi pas mal de sujets sur tout ce qui est payroll, donc le paiement des salaires en USDC, en USDT, donc en stablecoin, pour pouvoir lutter contre l'inflation localement ou contre la volatilité d'une monnaie locale, et puis aussi pour pouvoir bénéficier de rendements qui vont être rendements potentiellement supérieurs aux rendements locaux et en plus dans une monnaie qui ne se dévalue pas. Le dollar, ouais. Voilà. Donc c'est positif de deux façons. Donc on a vu pas mal de sujets sur tout ce qui était payroll, sur les sujets notamment de freelance, les plateformes de freelance qui vont payer en USDC. Tout ce qui est aussi le paiement à de la main-d'œuvre moins qualifiée que tu vas vouloir payer au taux horaire. Même chose, payer au taux horaire, et si tu veux payer à la journée, ta main-d'œuvre moins qualifiée dans des pays du Global South. Encore une fois, le stablecoin, c'est moins cher, tu as moins de frais de transaction, plutôt que de faire ton virement, qu'il soit en SEPA ou sur un autre réseau, qui va, lui, te coûter très cher à chaque paiement que tu vas initier. Donc voilà, donc ça, c'est sur ces zones-là, c'est ce qu'on voit beaucoup. En Europe, on voit beaucoup de sujets en fait se retail sur la crypto. Donc là, il y a des choses qui sont de notoriété publique, d'autres qui vont surprendre à mon avis pas mal de personnes, mais que ce soit en Espagne, en France, en Allemagne, en Italie, il y a des gros sujets retail qui sortent de banques commerciales, de banques de retail qui sont très larges, qui vont permettre à leurs utilisateurs d'acheter du Bitcoin et d'Ethereum à partir de leur compte bancaire. On a eu Revolut là récemment qui a annoncé avoir obtenu Mika, je crois, ou qui va l'obtenir. Je crois qu'ils l'ont obtenu. Et donc oui, en tout cas pour le moment, c'est plutôt les néobanques, on va dire, qui se saisissent de ces sujets-là. Alors les autres ont beaucoup moins de travail réglementaire à faire, mais beaucoup plus de travail technologique à faire, parce que pour le coup, c'est un changement profond, et puis c'est des centres d'excellence qui se développent généralement pour plusieurs parties de la banque, que ce soit pour la banque privée, pour plusieurs filiales qui peuvent avoir retail dans différents pays. Donc le temps de développement, je pense, est effectivement plus long. Puis encore une fois, les process sont plus longs en banque. On le sait pas que pour des mauvaises raisons, aussi pour de bonnes raisons. Et donc oui, ça, on va voir au premier semestre l'année prochaine beaucoup de gros cas d'usage. Donc pas sur la partie néobanque, mais vraiment sur la partie bancaire traditionnelle. Et toujours traditionnelle. Plus sur de l'investissement, du coup, plus côté investissement. investissement. Plus côté investissement. Donc achat-vente de Bitcoin et d'Ethereum. Voilà. Okay. Et d'Ether, pardon. Ouais.
Donc voilà, Et, on voit ça se développer beaucoup. et Asie, Afrique, t'as un peu, toi, des Ouais. retours Ah d'expérience oui. de ce qui se passe là-bas? Écoute, on vient d'ouvrir l'Asie. Nous, on était assez opportunistes jusqu'à présent. Là, depuis le mois de septembre, on est présent sur place et très présent. Alors, on a beaucoup de cas d'usage crypto aussi en Asie, donc beaucoup de staking, d'investissement sur la partie crypto. On voit aussi pas mal de cas d'usage sur tout ce qui est actif tokenisé. Tokenisation d'or, tokenisation voilà, d'actifs qui ne sont pas forcément du cash. Donc, Oui, actifs réels, actifs réels. RWA. Ouais. Ouais. Marché plus fragmenté, parce qu'après, si tu regardes effectivement sur des marchés comme la Philippine, là, tu as énormément de sujets sur le stablecoin, parce qu'il y a beaucoup de sujets de rémittance. La Philippine a un taux d'adoption, que ce soit sur la crypto ou même le stablecoin, qui est énorme. Pardon. Ils avaient été... non, pardon, je voulais rajouter une petite Non, je t'en anecdote prie. sur c'était les Axie Infinity, je crois. C'était un énorme pays où ils ont énormément joué à ce jeu-là, qui était très populaire au moment du boom des NFT, qui leur rapportait des fois leur salaire mensuel en une journée ou deux de jeu, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, là, Pas très bien fini. ça s'est un petit peu effondré, là, effectivement. C'est un petit peu effondré. Mais oui, effectivement, donc on voit plus de fragmentation, pas mal de cas d'usage différents en fonction des pays. Donc voilà, de la rémittance avec du stablecoin, beaucoup de crypto. Juste rémittance, tu peux expliquer Pardon, pour les gens? bien sûr. C'est le fait d'envoyer une partie de son salaire ou de l'argent à sa famille qui vit dans un autre pays. Et donc, c'est des sujets... Western ce que Union, j'allais des dire. MoneyGram prennent des frais. Prenaient, parce que je crois qu'ils ont quand même déjà beaucoup intérêt. réduit leurs frais quand ils ont vu Ah ouais. la concurrence que prenaient les stablecoins. Ils ont intérêt. Et je pense que ça va être les plus gros utilisateurs d'ailleurs de stablecoin. Ils sont en train de faire la transition. MoneyGram a fait des annonces et commence pas qu'à faire des annonces, c'est maintenant en production sur plusieurs juridictions. Western Union est aussi en train de passer à l'échelle. Donc voilà, effectivement, c'est remplacer le MoneyGram traditionnel ou Western Union traditionnel par des flux de stablecoin où la personne à qui j'envoie ces fonds qui sont souvent des fonds qui sont des fonds de faible volume, c'est-à-dire qu'on part de 50 à 100, 150 euros, qui sont fréquents, sur lesquels, quand tu as des coûts des frais de transfert énormes, tu retires quand même une grosse partie de la valeur que tu veux envoyer de l'autre côté. Donc ça, on le voit aussi beaucoup de cas d'usage sur la rémittance entre les États-Unis, le Mexique, États-Unis, Amérique latine. Ça aussi, c'est un sujet. Et puis l'Afrique, fait beaucoup de stablecoin. Tu vois, au Nigeria, je crois que c'est 30% de la population qui a un wallet avec du stablecoin. Tether est très implanté là-bas. Énorme. Binance c'est très implanté là-bas. Donc voilà, il y a des marchés. Donc Nigeria, je pense que c'est un des plus gros marchés. Tu as Kenya, Afrique du Sud aussi. Et puis beaucoup d'autres pays qui commencent à regarder les sujets. Premier sujet qu'on va voir là-bas sur la partie institutionnelle, ça va être accepter les stablecoins. C'est-à-dire qu'en fait, je suis une banque, je vois toute ma liquidité qui est en train de partir chez des fintechs parce que les gens se font payer en stablecoin. Quand tu es en Nigeria, il y a quand même aussi une main-d'œuvre qui est une main-d'œuvre qualifiée, où tu as des ingénieurs qui travaillent du Nigeria pour des boîtes américaines. Elles se font payer en stablecoin. Donc, tu as la partie, donc tu touches ton salaire en stablecoin, tu fais aussi de la rémittance en stablecoin, tu payes en stablecoin localement. Donc, il y a un marché qui est devenu assez mature et qui est surtout influencé par beaucoup de fintech. Et donc, quand tu es une banque localement, tu dis, bon, en fait, comment je stoppe l'hémorragie et comment je fais en sorte que j'accepte des stablecoins. Comme ça, au moins, tu peux venir déposer ton USDT chez moi. Il y a déjà eu des faillites de banques là-bas à cause de ça? Pas que je sache, mais ne prends pas ma réponse comme valeur de vérité. Non, je ne sais pas, pas que je sache, mais en tout cas, il y a une vraie inquiétude. Il y a une vraie inquiétude sur ces sujets-là. Et puis après, beaucoup de cross-border, de paiements cross-border pour tout ce qui est PME.
aussi, tu as beaucoup de transactions entre le Moyen-Orient et des pays d'Afrique, donc qui ne sont pas forcément les couloirs les plus efficaces d'un point de vue réseau financier. ouais, Ouais. d'un point de vue foreign exchange. Donc du coup, oui, on voit plutôt du cross-border, du paiement. Et évidemment, il y a aussi un peu de crypto, mais je dirais que c'est vraiment les cas d'usage sur lesquels Ok. ça grossit beaucoup. Mais j'allais te demander Moyen-Orient, mais donc t'as un petit peu répondu. Et Oui, investissement, j'imagine aussi. Moyen-Orient, investissement et stablecoin. Nous, on a 2 gros projets de stablecoin. Ouais, il y a du paiement. Il y a beaucoup de paiement aussi, hein. C'est un marché qui avait capté beaucoup de l'écosystème américain avant qu'il y ait une réglementation aux US, donc en la phase pré-Trump où les acteurs ne savaient pas vraiment comment se positionner et comment créer un business qui soit viable, comme il n'y avait pas de règles en place. Et du coup, c'est un marché qui a grandi rapidement de cette expertise-là, une expérience de fondateurs qui sont expatriés là-bas et qui aujourd'hui a des vraies ambitions d'avoir une infrastructure financière qui soit la plus moderne. Et donc, tu as des très gros acteurs traditionnels, institutionnels, qui vont vraiment, en ce moment, mettre en place des projets ambitieux pour être à la pointe de la finance de demain. Ok. Et tu me disais que aux États-Unis, notamment, les mentalités évoluaient un petit peu au sein des banques, et notamment sur de la conservation de crypto et notamment de Bitcoin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est le sujet sur lequel on échangeait. Alors, je vais donner un peu de contexte. Quand on a créé notre produit, quand on a créé Defense, la façon dont on a décidé de mettre en place l'infrastructure, c'est en se disant, ce qui est quand même génial avec la crypto, c'est que si tu veux reprendre ton wallet et être en possession de ton wallet, tu peux l'être, tu vois, et que ça, c'est quand même une évolution assez significative par rapport à la finance telle qu'on la connaît. Et donc, on va laisser la possibilité aux développeurs de pouvoir ségréguer des wallets. Donc, ça veut dire attribuer une clé privée, une clé publique à un utilisateur quand je fais un cas d'usage retail. Potentiellement, c'est moi qui peux être le conservateur, moi, entreprise, qui peut être le conservateur. Potentiellement, je donne le contrôle de ce wallet à mon utilisateur. Mais cette volonté, pour nous, était très forte au début de se dire on a une infrastructure qui permet de scaler des millions de wallets de façon ségrégée. Nos compétiteurs n'avaient pas du tout développé leur modèle de cette façon-là, parce que c'était des modèles qui étaient davantage construits pour des gros échanges centralisés, des hedge funds, des gros asset managers qui, eux, opéraient, alors c'est un peu technique, désolé, mais qui opèrent en fait leur portefeuille de façon centralisée et qui ne donnaient finalement aux investisseurs ou aux utilisateurs avec lesquels ils opéraient ce qu'on appelle une déposit adresse, donc une adresse qui te permet de déposer tes fonds pour pouvoir transférer, échanger ta crypto sur un échange centralisé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est-à-dire que si ce wallet-là se fait hacker, tout le monde se fait hacker. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas ton wallet à toi. Tu n'as pas ta clé privée à toi. Et donc, nous, ça nous paraissait évident de se dire, en fait, en plus, tu sépares le risque. D'un point de vue légal, même maintenant, je crois, avec l'entrée en vigueur de MiCA ou autre, c'est devenu ou ça va devenir obligatoire, non ? Sur la conservation B2B, tu dois ségréguer les fonds de tes clients. Tu ne dois pas forcément le faire sur la partie retail. Ok. Et la raison pour laquelle, finalement le marché, parce que le marché n'est pas irrationnel, hein, pourquoi le marché a évolué sur cette finalement centralisation de ces portefeuilles plutôt que la ségrégation des portefeuilles numériques, c'est parce que les gas fees coûtent cher. Donc si tu ségrègues, les frais de transaction. Tu as des frais de transaction associés à chaque utilisateur. Donc, si tu dois faire la même transaction pour 1 million de wallets, tu vas payer 1 million de fois les frais de transaction. Exactement. Ce qui peut coûter cher, voilà, effectivement. Ce qu'il y a. Et puis, une banque ou un échange par définition, qu'est-ce que ça fait comme métier une fois que ça opère des transactions entre des contreparties ? Ça place sa trésorerie. Donc, si tu n'as pas accès aux fonds, si les fonds ne sont pas dans un wallet centralisé qui peut lui aussi être rémunéré sur des protocoles DeFi ou sur des choses, ou sur du tokenized money market fund,
tu as aussi un manque à gagner d'un point de vue d'efficacité capitalistique de ton opération, de l'architecture que tu as mis en place pour le flux entre les différents wallets sur ta plateforme. Donc voilà, donc raison très rationnelle. Ce qui est intéressant, c'est que là, et ces dernières semaines, donc on a vu un acteur européen, un gros acteur européen, et un gros acteur américain, mais je parle vraiment en top 10 des gros acteurs américains, me poser la question en me disant, mais Clarisse, pourquoi l'industrie est en train d'opérer de façon centralisée sur un wallet pour des millions d'utilisateurs, alors qu'il me semblait qu'à la base, on avait quand même décidé, ou ce que la blockchain propose, c'est aussi de redonner le contrôle à son utilisateur. Donc, je ne désespère pas. On est en train de retourner aux racines cypherpunk. Les banques vont... Alors, je pense que ce sera pas Encore une fois, l'idée, ce sera de ségréguer le wallet pour donner la possibilité aux clients d'être indépendants. C'est-à-dire que ce sera moins tu es en contrôle tout de suite, à mon avis, parce qu'il va y avoir un process d'éducation et puis tout le monde ne veut pas être en contrôle. Oui, bien sûr, c'est sûr. Et puis aussi, pour avoir discuté aussi avec certaines banques et certains banquiers, eux, ce qu'ils ont peur, c'est que les gens après se retournent aussi contre eux, en partie parce que en fait, vous m'avez laissé prendre possession de mes cryptos, j'ai tout perdu, je vous attaque. La vérité, c'est que la majeure partie des gens ne veulent pas de cette responsabilité. Ce que tu veux, c'est au contraire se dire, en fait, j'ai un risque, je le donne à quelqu'un d'autre et en fait, on me garantit qu'il est capable de gérer ce risque-là. C'est vraiment l'expérience utilisateur idéale. Après, ce que tu veux aussi, c'est être en capacité de ne pas couler avec la banque dans laquelle tu as tes fonds si quelque chose va mal. Donc, tu veux pouvoir sortir tes fonds le plus rapidement possible. C'est ce que le compte ségrégué va t'offrir. C'est-à-dire qu'en fait... déjà, être en capacité d'auditer en temps réel les fonds possédés par la banque, c'est déjà pas mal. Ah, c'est génial. Quelle amélioration. Ce qui n'est pas le cas pour les réserves de la Banque de France ou pour les réserves de Fort Knox, par exemple, qui n'ont pas été auditées depuis un moment. Ouais. Tu as raison, c'est déjà une belle amélioration. Mais voilà, ça te permet aussi de te dire, voilà, si une banque a fait des investissements qui ne devait pas faire et a mis une partie des fonds des utilisateurs à risque, le fait d'avoir ces fonds ségrégés par wallet, ça te sécurise, tout simplement. Tu parlais de créer des millions de wallets en même temps. Je me mets à la place de quelqu'un pourrait se dire, mais ça se trouve, en créant 1 million, des dizaines de millions de wallets, je vais tomber sur un wallet qui existe déjà et sur lesquels je pourrais récupérer les fonds de quelqu'un d'autre. Ou est-ce que moi, il y a une chance que vous trouviez la clé privée qui permet d'accéder à mon wallet et au fond de mes wallets, de les déplacer? Alors, le temps qu'on n'aura pas la main sur un ordinateur quantique, ça va être très compliqué. C'est la beauté de la cryptographie qui est derrière toutes ces courbes elliptiques qui créent les blockchains. C'est qu'effectivement, c'est des probabilités qui sont absolument minimes. Je crois que c'est de l'ordre de l'atome de l'univers, quelque chose comme ça. C'est improbable, c'est littéralement improbable. Par contre, c'est la menace de l'ordinateur quantique, clairement. Et nous, on travaille sur ces sujets-là. On a un cryptographe qui est chez nous depuis maintenant quasiment 2 ans. Et un des sujets sur lesquels il est en train de travailler aujourd'hui, c'est de créer une technologie de signature. Donc, tu as ta clé privée, ta clé publique. Quand tu fais une transaction sur la blockchain, tu signes ta transaction. Et c'est de créer une technologie de signature qui soit résistante, quantum résistante, donc résistante à la menace quantique. Aujourd'hui, il y a des technologies de signature simples qui ont déjà été validées par NIST, qui est l'organe de standardisation aux États-Unis sur tous les sujets de cryptographie. Par contre, sur tout ce qui est technologie de signature à seuil, j'espère pas vous perdre, mais toute la signature à seuil, qui est la signature que tu utilises quand tu utilises justement du multi-party computation, c'est-à-dire quand tu te sépares tes clés pour pouvoir les reconstruire, c'est pas la même technologie de signature. Là, il n'y a pas encore de solutions qui sont approuvées et réglementées. Donc, nous, on travaille sur ces sujets-là. La vérité, c'est que, encore une fois, notre château, il peut être le plus sécurisé si la blockchain sous-jacente directement au niveau du protocole se fait hacker et n'est pas quantum resistant. On aura beau avoir le portefeuille le plus sécurisé du monde, tu pourras passer par le protocole pour vider les fonds de ton wallet. Tu parles de sujets quand même assez techniques. Pour une banquière. C'est exactement ce que j'allais dire. Comment on passe de banquière à entrepreneur dans la tech? Tu t'es formé en autodidacte? Oui, c'est passionnant comme sujet. Non, c'est des sujets qui sont
qui sont que je trouve hyper intéressants. Et puis moi, je pense que c'est ce qui me manquait dans ma vie de banquière, c'était de rentrer dans des sujets un peu plus en profondeur dans des sujets. Et mine de rien, ce qui a été assez intéressant de constater quand j'ai commencé en 2020. Donc la première phase, ça a été de me dire, oh mon Dieu, je suis hyper en retard. Et la deuxième phase, ça a été de me dire, oh mon Dieu, Je suis hyper en je avance. suis hyper en avance. Mais donc du coup, en fait, il y avait peu d'expertise, peu d'expérience sur le sujet. Et mine de rien, en fait, 5 ans de sédimentation sur ces sujets-là, qui sont des sujets sur lesquels on a tous commencé à enrichir notre connaissance, et il y a eu beaucoup de collaboration. Ça fait que tu deviens finalement, entre guillemets, rapidement expert de tes sujets. Donc, j'ai pas beaucoup de, j'ai pas beaucoup de crédit. Mais oui, voilà, c'est encore tout jeune tout ça. Donc, Vous avez levé combien? on a levé au total à peu près 28 millions de dollars. Donc, 25 millions d'euros, avec une partie qui est non dilutive. Donc, on a eu en aide pour la recherche, on a eu 4 millions d'euros d'aide pour la recherche, et le reste qui est dilutif, qui est via des fonds. Et ça aide d'avoir été banquière pour lever des fonds? Écoute, c'est une bonne question. Pour la première phase, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Parce que ce que tu vends, c'est le projet, c'est le rêve, c'est la capacité de réaliser ce que tu vas faire. On sait bien que les projections au début, c'est un peu... Voilà, c'est vraiment au doigt mouillé. C'est-à-dire que moi, j'étais hyper contente. Mon cofondateur me disait, mais arrête de passer du temps sur tes modèles. Ça me rassurait beaucoup de passer beaucoup de temps sur mes modèles. Ce qui est intéressant, c'est quand même ça entraîne ton argumentation sur ton go-to-market. Donc, c'est pas un exercice qui est inutile. Mais voilà, c'est que FTX, c'était pas prévu. Enfin, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été prévues sur le modèle financier. Mais donc voilà, la première phase, pas du tout. Et les phases série A, série B, plus. Parce que là, ce qu'on va te demander, enfin, ce que les investisseurs vont te demander, c'est ta capacité à pouvoir répliquer ce que tu as déjà fait, et de prouver que si tu rajoutes un sales, maintenant tu as le mode d'emploi, et que automatiquement, mécaniquement, tu vas pouvoir rajouter X centaines de milliers de sales, de ventes, ou de revenus. Ok. Et d'avoir bossé en banque, ça t'a aidé aussi à convaincre, j'imagine, certains clients, Ouais. certainement les plus gros? Non, mais ça c'est hyper important pour le coup, parce que en fait, on vend une solution d'infrastructure, autant dire qu'on vend rien. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça? C'est-à-dire que ce qui intéresse la personne qui va être en face de moi, c'est le cas d'usage. C'est pas les wallets, c'est pas le gas fee sponsorship, c'est pas les features, ce qu'on a déployé. Ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'on est capable de leur donner l'infrastructure qui va pouvoir les accélérer et rendre le développement facile. Ça intéresse les CTO, évidemment, ça intéresse les ingénieurs. Mais la personne qui va valider le projet, qui est quelqu'un qui est généralement plus business ou innovation, c'est pas son sujet. Donc la capacité de comprendre ce qu'il a envie de mettre en place, de lui dire pourquoi cette solution, notre solution est pertinente, ce qu'il va pouvoir faire potentiellement que son voisin ne peut pas faire parce qu'il a pris Defense, qu'il va pouvoir lancer d'un point de vue commercial parce que justement on intègre telle et telle solution. Ça, c'est hyper important. Et donc oui, comprendre comment fonctionne une banque, ou comment comprendre juste un tout petit peu comment fonctionne un système financier, ça a été hyper utile pour pouvoir être pertinent et créer la confiance avec les gens avec qui on parle et à qui on vend. Ok. Et là, par exemple, si tu devais convaincre en 2 minutes une équipe d'une institution financière, que ce soit une fintech ou une banque, c'est quoi le discours un peu Alors, déjà, je ne vendrai pas mon tapis. Je commencerai par te poser la question de qu'est-ce qui t'intéresse. Déjà, qui es-tu? Est-ce que tu es le head du paiement, du global transaction banking de la banque? Donc, quel est le projet que tu vas mettre en place? Et en fonction de ton projet que tu vas mettre en place, l'idée, ça va être de te dire que, premièrement, on a une infrastructure qui a été créée
pour les développeurs et donc qui va te permettre d'être très précise dans l'implémentation de ton cas d'usage, qui va permettre aussi d'accélérer le développement de ton cas d'usage parce que ton équipe va pouvoir l'intégrer facilement à ton système que tu as en place aujourd'hui, à tes contraintes que tu vas avoir dans ton entreprise sur tout ce qui est conformité, compliance à mettre en place. Donc, c'est une solution qui va être programmable, modulaire et qui va épouser les contraintes de l'organisation dans laquelle tu évolues. Mais encore une fois, je vais commencer par le cas d'usage. Ouais. Sinon, ça a peu d'intérêt. Mais dans tous les cas, tu penses que les wallets seront inévitables d'ici les prochaines années pour pouvoir échanger des actifs numériques? C'est drôle que tu dis ça. Il y a un ou 2 ans, juste après FTX, notre sujet qui était très populaire dans le monde de l'investissement est devenu pas du tout populaire parce qu'on l'a vu se commoditiser. Donc, une fois que tu as passé cette barrière d'entrée technologique, le sujet est devenu en se disant wallet, c'est une clé et puis c'est tout. Et ça commence, en fait, on commence à avoir une reprise de conscience que tu as raison. Derrière n'importe quelle transaction, il y a un wallet. Quand tu fais du paiement, par exemple, c'est quelque chose que les gens ne savent pas ou peu. Mais quand tu fais du paiement transfrontalier, à chaque transaction, généralement, nos clients ils vont associer un wallet. C'est-à-dire que ils peuvent réutiliser des wallets qui sont déjà utilisés. Mais c'est-à-dire que tu as un wallet à usage unique pour la transaction. Pourquoi ? Parce que tu veux pouvoir réconcilier les différents trades que tu as fait. Donc, c'est même pas par contrepartie, c'est vraiment pour la transaction. Donc, le nombre de wallets que tu peux avoir à déployer quand tu as beaucoup de flux sur des sujets transfrontaliers, c'est énorme. Donc, voilà, derrière chaque transaction, il y a un wallet. Alors qu'on opère de façon centralisée ou qu'on se mette à ségréguer les wallets, il y en aura plus ou moins. Mais oui, c'est absolument, c'est l'IBAN de demain, c'est le compte virtuel de demain. Donc, c'est absolument central dans l'industrie financière que j'espère on va voir éclore sur les 5, 10, 15 prochaines années. Ok. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour finir le podcast ? Écoute, on a parlé de pas beaucoup de sujets. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci d'être venu. Et non, moi, je suis plutôt hyper... c'est peut-être que je finirai là-dessus. Ça fait vraiment 2 ans, et je dirais surtout cette année, qu'on voit des très beaux projets se mettre en place. Donc, je suis quand même hyper optimiste sur l'adoption de cette technologie pour les prochaines années. Et je pense que 2026, c'est loin d'être l'année de l'adoption générale. C'est pas vrai. On va pas avoir un hockey stick où l'année prochaine, toutes les banques seront équipées. Mais l'année prochaine, c'est l'année des premiers gros cas d'usage d'acteurs traditionnels qui vont être en production. Et j'ai hâte de voir le résultat, vraiment. Ok, hâte de voir les prochains mois, de voir ce qui va se passer. Merci beaucoup, Clarisse. Merci à toi. Salut.